على بركة الله. صباح الخير عليكم جميعا. السلام عليكم. ضيوفنا الكرام، نسعد أن نرى البسمة على وجوهكم ونرى السعادة في أعينكم ونرى التفاؤل والألفة التي تنير أحلك الظلمات. مرحبا بكم، مرحبا بكل من وطأ بقدمه أرض جمعية التضامن في أيامها 18 تحت شعار الاستخدام السليم للأدوية، المسؤولية والتوعية. يوم جديد وموضوع جديد. أدعوكم جميعا إلى متابعة هذه الندوة القيمة بعنوان Actualité dans le traitement de la douleur، آخر المستجدات في علاج الألم، تحت إشراف الدكتور مصطفى بوتباوشت. دكتور للإشارة فقط، دكتور صديق جمعية التضامن، ودائما يلبي دعوة جمعية التضامن. دكتور غني عن التعريف، دكتور اختصاصي في طب التخدير والإنعاش وطب الألم، فليتفضل مشكورا تحت تصفيقاتكم. C'est un réel plaisir pour moi d'être encore parmi vous. Je ne me sens pas invité chez vous parce que je me sens être chez moi avec vous. Merci à l'association Tadamon, à Monsieur le Président, à tous les membres du bureau, à tous les membres de l'association Tadamon à laquelle je souhaite une longue vie et plein de succès dans le futur, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, la thématique que je vais traiter, c'est la prise en charge de la douleur. La douleur, vous savez bien que c'est le motif de consultation le plus fréquent. C'est la plainte la plus fréquente des patients. Donc vous qui travaillez en pharmacie, le premier motif de consultation pour lequel un patient vient, c'est la douleur. Il vous dit j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal, etc. Donc c'est le premier motif de consultation. Pourquoi j'en parle? Parce que je suis anesthésiste réanimateur et je suis formé en médecine de la douleur. Je travaille à Agadir, à la Polyclinique internationale 3D, avenue Hassan II. Je fais partie d'un certain nombre de sociétés savantes qui traitent la thématique de la douleur, que ce soit sur le plan national qu'international. Et là, je fais partie du corps enseignant d'un certain nombre de sociétés, notamment marocaines, la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, l'Académie marocaine de la douleur et l'école de la douleur du Golfe qui est basée aux Émirats arabes unis. Donc, je ne peux pas faire cette conférence sans avoir une pensée à mes maîtres, à mes professeurs qui m'ont enseigné durant tout ce parcours lent d'apprentissage de cette nouvelle discipline. Alors la douleur, c'est quelque chose, on n'a même pas le choix de la traiter ou pas, mais on est obligé. On est obligé parce que nous, médecins, on a prêté serment, Qasam Tabib, أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها بادلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق. Donc ça veut dire que le traitement de la douleur, on est dans l'obligation de la traiter. Et la réglementation dans certains pays, comme la France par exemple, il oblige les médecins, il oblige tous les professionnels de santé à traiter la douleur. Donc c'est comme ce décret de code de santé publique, toute personne a le droit. Donc c'est un droit des patients et c'est une obligation pour les soignants. Donc toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Donc ça veut dire que tous les soignants sont dans l'obligation de traiter la douleur et les patients ont le droit de recevoir des soins pour soulager sa douleur. Et donc, on va commencer par des définitions que vous connaissez parce que c'est très ancien. C'est une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, associée à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes. Donc c'est une
définition relativement ancienne de 1979 et qui relie la douleur à une lésion. Ça veut dire que le patient, dans le corps du patient, il y a une lésion. Cette lésion va lui causer une douleur. Or, on sait tous qu'il y a certains patients, heureusement qu'ils ne sont pas très nombreux, à avoir une douleur et pour lesquels on a fait tous les bilans nécessaires, les imageries nécessaires, et on n'a pas trouvé de lésion. Et là, les gens disent aux patients que ça se passe dans votre tête, il faut aller voir le psychiatre, vous n'avez rien, et les patients n'arrivent pas à avoir quelqu'un qui les écoute. Et c'est pour ça que l'IASP, c'est l'International Association of the Study of Pain, c'est le sommet des sociétés savantes qui traitent la douleur. Ils disent qu'il faut reconnaître ce type de douleur. Bien évidemment, il faut toujours chercher une cause. Est-ce qu'on peut juste revenir à l'état avant? D'accord? Ok. Donc cette société savante reconnaît maintenant l'existence de douleurs sans même avoir de lésion. Donc il faut toujours chercher la lésion, bien sûr, mais quand il ne s'agit pas d'une lésion identifiée, identifiable, il faut reconnaître que le patient souffre. Il faut le prendre en compte comme ceci. Donc je ne vais pas vous encombrer par tous les détails de physiopathologie, mais c'est important de savoir. Donc le plus souvent, il y a une lésion, que ce soit nerveuse, que ce soit une inflammation, une fracture, une tumeur, une lésion du nerf, une compression. Et ce signal mécanique ou bien ce signal chimique va être traduit en potentiel d'action qui va être transmis au cerveau. Et ce n'est que quand le signal arrive au cerveau que le patient va sentir la douleur. Et c'est logique. Les patients qui sont sous anesthésie, par exemple, ne sentent pas la douleur, alors que le chirurgien ouvre le ventre d'un patient, le patient ne s'en rend pas compte, parce qu'il n'a pas cette perception. Et donc là, ça nous ouvre un petit peu la voie des traitements qu'on utilise, que vous utilisez, que vous manipulez dans vos officines. Il y a des médicaments qui vont agir ici. Quand il s'agit d'une inflammation, on peut donner des anti-inflammatoires, ou bien des médicaments antidouleurs neuropathiques quand il s'agit d'une lésion nerveuse. Il y a des médicaments, ce qu'on appelle avec une action centrale, comme le paracétamol, comme le nifopam, comme les morphiniques, etc. Ou alors, nous, en tant qu'anesthésiste, on peut interrompre la transmission du signal douloureux de façon périphérique, avant même que ce signal douloureux arrive au niveau central. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les faisceaux ascendants. Après, il y a les faisceaux descendants. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est en fait notre cerveau qui est modulé, qui va subir des transformations et qui va sécréter certaines substances. Ces substances vont être transmises vers la périphérie pour dire stop à la douleur. Pourquoi c'est important? Parce que on a souvent des patients qui se présentent avec une douleur au niveau du genou et quand on fait la radio, on trouve un genou qui est complètement détruit. Mais quand on pose la question au patient, il nous dit qu'il a mal depuis 2 mois. C'est impossible d'avoir un genou détruit en 2 mois. Pourquoi? Parce que les patients modulent leur douleur. Donc il y a Pourquoi c'est important pour vous? Pour connaître qu'il y a des médicaments qu'on utilise à ce niveau-là, qui vont renforcer les faisceaux descendants modulateurs. C'est comme les antidépresseurs. Et pas n'importe quel antidépresseur, ce sont les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Pas tous les antidépresseurs, donc c'est la venlafaxine et la duloxétine
et l'imitriptyline. Donc ce sont les trois molécules qui agissent à ce niveau-là. Parce qu'on a souvent, bon, on a ce problème moins maintenant, mais avant, on prescrivait aux patients douloureux chroniques des antidépresseurs. Ils vont poser la question à leur entourage, ah, ça c'est doigt de l'asab. Alors que nous, on ne prescrit pas pour l'asab, mais on le prescrit pour la douleur. Donc il faut que vous ayez ce réflexe et de savoir. Et d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte parce que les doses qu'on utilise pour les patients douloureux ne sont pas les mêmes qu'on utilise chez le patient déprimé. Par exemple, l'imitriptyline, c'est 150 mg jour pour la dépression. Nous, on peut utiliser 25 mg jour, 50 mg jour, c'est pas méchant. Voilà, donc il faut toujours, quand vous êtes dans votre lieu de travail, les patients qui se présentent pour une douleur, il faut savoir faire la différence rapidement d'une chose. Est-ce que c'est une douleur aiguë ou bien c'est une douleur chronique? Pourquoi? Parce que la douleur aiguë, c'est souvent quelque chose qui est survenu quelques jours, quelques semaines, et c'est un signe d'alarme. C'est grave une douleur aiguë. Vous pouvez toujours donner une molécule pour soulager le patient en attendant qu'il aille voir le médecin, parce que c'est une douleur aiguë. Un patient qui vous dit qu'il a mal ici, ça peut être une appendicite, ça peut être un kyste ovarien tordu, ça peut être une tumeur, ça peut être une endométrite, ça peut être plein de choses. Donc il faut aller explorer. La douleur chronique, c'est des patients qui vous disent « j'ai mal au dos depuis 10 ans, j'ai mal au dos depuis 2 ans, j'ai mal au genou depuis 6 mois, par exemple. » Et là, on a un petit peu le temps. Alors, les patients douloureux aigus, généralement, notre attitude, c'est de chercher rapidement la cause et aller la traiter. Parce qu'en traitant la cause et en soulageant en même temps la douleur, le patient va être guéri. Les douleurs chroniques, c'est différent. Il faut bien évidemment identifier la cause, il faut traiter la douleur, mais la finalité du traitement, c'est réadapter le patient. Ce n'est pas de le traiter parce qu'on est déjà dans le cercle de douleur chronique. Je vous montre un exemple. Alors, la douleur chronique, ça commence toujours par une lésion. Cette lésion, s'il n'est pas prise en charge correctement, il y aura une contracture musculaire autour. C'est pour ça que les patients vont vous décrire des douleurs anacambles. Alors que le point, c'est un seul point. Pourquoi? Parce qu'il a une contracture musculaire autour. Et là où il y a contracture musculaire, le patient va avoir de la difficulté à marcher, de la difficulté à travailler. Donc ça va causer un état d'inactivité. Le patient ne peut plus aller au travail, il cherche des certificats de repos, il cherche des médicaments. Il n'est toujours pas soulagé, il va se fatiguer, il va avoir des troubles du sommeil, il va devenir anxieux, il va devenir dépressif. C'est pour ça que les antidépresseurs en douleur chronique ont triple rôle. C'est soulager la douleur par les voies descendantes. 2, traiter la dépression parce qu'ils ont toujours un terrain de dépression. Et 3, c'est le sommeil. Parce que les gens qui ont mal de façon chronique trouvent du mal à dormir. Et quand on ne dort pas bien, on se réveille mal et on est fatigué toute la journée. Voilà un petit peu ce que ça donne une douleur chronique. Alors, quelle que soit la cause neuropathique inflammatoire, il y aura une activation du cerveau, il y aura ce qu'on appelle la chronicisation de la douleur. C'est pour ça qu'il faut traiter toujours la douleur de façon efficace dès les premiers jours. Parce qu'une fois la stimulation douloureuse dure dans le temps, le cerveau va être stimulé, il va subir des modifications, et la douleur deviendra chronique. C'est pour ça que les gens qui ont une prothèse du genou, ils vont vous dire « je suis opéré d'une prothèse et je garde la douleur ». Alors que la radio est très bien, la prothèse est très bien posée, mais le patient se souvient toujours de cette douleur qu'il a accompagnée depuis plusieurs mois. Donc il faut prendre en charge le patient. On ne traite pas des radios, on ne traite pas des organes, mais on traite un patient.
Alors pour traiter la douleur, j'imagine que vous connaissez tous cette échelle de l'OMS. Vous êtes familier avec cette échelle de l'OMS? Alors l'échelle de l'OMS, sachez qu'elle a été faite, validée en 1986. Et ça a été validé pour la douleur cancéreuse. Et après, les médecins se disent, pourquoi pas, c'est une échelle qui est logique, qu'on peut étendre à tous les autres types de douleurs. C'est-à-dire que le patient vient, je commence par le palier 1, je demande au patient de revenir, il me dit qu'il n'est toujours pas soulagé, j'augmente au palier 2, il revient, je ne suis toujours pas soulagé, j'augmente au palier 3, et là, au palier 3, je suis déjà sous morphinique, le patient n'est toujours pas soulagé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc finalement, cette échelle de l'OMS a montré beaucoup d'insuffisance. Il est logique, oui. Quand ça marche, ok. Quand ça ne marche pas, il faut passer à autre chose. Et après, en 2010, il y a une nouvelle classification des antalgiques. Au lieu de classer les antalgiques selon palier 1, palier 2, palier 3, on va les classer selon leur mode d'action. Ça veut dire que je vais analyser mon patient, quel type de douleur il présente. Est-ce que c'est inflammatoire? Si c'est inflammatoire, c'est logique de donner des anti-inflammatoires. Mais quand c'est neuropathique, ça ne sert à rien de donner des anti-inflammatoires. Il faut donner des médicaments antidouleurs neuropathiques. Alors les douleurs neuropathiques, vous pouvez les détecter dans vos officines, les patients qui se présentent pour douleur. C'est généralement des patients qui ont des paresthésies, des fourmillements, NMEL. NMEL, ce n'est pas l'inflammation, ça ne sert à rien de donner des anti-inflammatoires. NMEL. Ça, c'est neuropathique. Des décharges électriques. Ça ne sert à rien de donner des anti-inflammatoires. Ça, c'est les médicaments de type neuropathique. Ou bien, la partie d'IALI, je ne la sens plus. Donc ça, c'est des types de douleurs neuropathiques. Alors, c'est classé un petit peu de façon simplifiée, comme ça. Donc, des antalgiques anti-nociceptifs, du paracétamol, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, la codéine, la morphine, l'oxycodone et les cannabinoïdes. Ils vont probablement arriver. Donc, c'est pour la nociception. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a une lésion et on va traiter la douleur d'une lésion. Alors, quand il s'agit de douleurs neuropathiques, ce qu'il faut donner essentiellement, c'est ce qu'on appelle des médicaments anti-hyperalgésiques. Pourquoi on traite de cette façon? Parce que c'est le nerf qui est malade, c'est une douleur neuropathique. Alors, parmi les médicaments anti-hyperalgiques, il y a la kétamine. Alors, la kétamine, c'est un anesthésiant que nous, on utilise en anesthésie et qu'on peut perfuser aux patients. Donc, c'est généralement le patient est admis en réanimation et on lui passe de la kétamine. Donc, c'est sur des séances. Ou alors, d'autres médicaments classés anti-épileptiques comme la gabapentin, la prégabaline, le lamotrigine. Donc, ce n'est pas que l'épilepsie, hein. Ce n'est pas que l'épilepsie qu'on traite avec ça, mais on peut traiter une douleur sans pour autant que le patient soit épileptique. Il y a le néfopam. Alors, un petit mot sur le néfopam. Est-ce que vous êtes au courant que le néfopam qu'on a ici, on peut le boire? Parce qu'il y a beaucoup de patients qui m'appellent, je leur prescris, je leur dis que vous pouvez le boire, parce que sinon c'est marqué injectable. Un patient douleur chronique qui a une douleur de 6 mois, je sais que le traitement va être lent dans le temps, je ne vais pas le convoquer et venir faire une injection intramusculaire 3 fois par jour, c'est impossible. Et là, donc, on peut le voir, donc le boire. Et les patients m'appellent, on m'a dit que c'est uniquement injectable. Donc, à titre d'information, il est facilement absorbable par le tube digestif. C'est presque aussi efficace que la voie injectable. Alors après, il y a les modulateurs, ce qu'on appelle des contrôles descendants, que je vous ai montré, les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Ce n'est pas les IRSS tout court, c'est les IRSN. Et après, il y a les anesthésiques locaux, que nous on utilise pour l'anesthésie loco-régionale, ou alors je vais vous montrer après pour les blocs qu'on fait. La carbamazepine, la topiramate, on n'a pas ça, la capsaïcine, on ne l'a pas.
et des médicaments qui ont beaucoup de casquettes comme le tramadol, qu'on peut utiliser aussi bien pour la douleur nociceptive que pour la douleur neuropathique. Alors si on regarde un petit peu comment sont pris en charge nos patients dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les patients ont des douleurs lombaires, des lombalgies. Ils vont aller consulter. C'est tous les jours ça. Ils vont venir avec une ordonnance d'anti-inflammatoire, antalgique, le repos, plus ou moins kinésithérapie. Des fois, ils ne la tolèrent pas parce qu'ils ont très mal. Et le patient va se retrouver, qui n'est pas encore guéri, il va vous dire, quand je prends le médicament, ça va, je ne sens pas. Mais dès que je bouge, ça revient, même sous médicament. Et donc le patient va se retrouver dans le cercle vicieux. Il va chercher la guérison, mais il ne va pas la retrouver facilement. Alors qu'est-ce qu'il faut proposer maintenant? Donc ça c'est pour vous montrer le cercle vicieux. Donc la lombalgie, les mouvements vont être douloureux parce que le patient, même s'il est sous anti-inflammatoire, sous antalgique, il est calme au repos, mais dès qu'il bouge, il a mal. Et donc il va avoir ce qu'on appelle la peur du mouvement, ou bien la kinésiophobie. Cette kinésiophobie va l'induire dans un état d'inactivité physique. À chaque fois, il va revenir pour chercher un arrêt de travail, parce qu'il ne peut pas aller travailler. Et cette inactivité physique va faire une perte de l'aptitude de bouger, des raideurs musculaires, des faiblesses musculaires, et ces faiblesses musculaires vont induire un état de déséquilibre rachidien. C'est comme ça. Le patient devient comme ça. Il a une scoliose, mais il n'avait pas de scoliose avant. C'est parce qu'il avait des douleurs, après il a des contractures musculaires, il va adopter une attitude antalgique, parce qu'il va vous dire, quand je fais comme ça, ça va. Quand je fais comme ça, j'ai mal. Donc il va continuer à marcher comme ça, après il va continuer à marcher comme ça. Donc il va se retrouver avec un état comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour ce type de patient? Et on sait bien que l'approche classique ne marche pas. On va leur proposer quelque chose qui va briser ou bien qui va couper le cercle vicieux. Et parmi les choses qui vont couper le cercle vicieux, c'est les infiltrations. Vous avez entendu parler des infiltrations. D'accord. On va détailler un petit peu. Alors, ces infiltrations, de façon générale, vont décontracturer les muscles, parce que les muscles ne vont... Parce que qu'est-ce qui fait mal le plus aux patients? Ce n'est pas la lésion elle-même de l'arthrose zygo-apophysaire, c'est une petite articulation. Ce n'est pas ça qui fait mal. Ce qui fait mal le plus, c'est les contractures musculaires. Donc en faisant une infiltration, le patient va se sentir soulagé. Et en se sentant soulagé, il va devenir mobile. Et quand il va devenir mobile, il va retrouver un équilibre. Au lieu de marcher comme ça, il peut marcher comme ça. Droit. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on propose aux patients d'habitude? D'habitude, on leur propose des médicaments antalgiques, palier 1, palier 2, palier 3, ça ne marche pas. Et on regarde. On regarde est-ce que le patient va nécessiter une intervention chirurgicale. Est-ce que la chirurgie va l'aider? Si la chirurgie va l'aider, on va l'opérer. Si la chirurgie ne va pas l'aider, désolé, il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est avant ce que je vais maintenant développer. Jusqu'à l'arrivée de ces techniques IPM, c'est Interventional Pain Medicine, ou bien la médecine de la douleur interventionnelle. Il est venu justement pour trouver la solution à ces patients, notamment ceux qui ne vont pas être opérés, et même ceux qui vont être opérés, on peut leur proposer des solutions. Si ça marche, et en général ça marche, on peut même éviter la chirurgie. Bien sûr, la chirurgie va être nécessaire dès lors que c'est nécessaire. Je ne dis pas que la chirurgie n'est pas indiquée, au contraire, la chirurgie a ses indications. Donc cette antalgie interventionnelle, c'est des procédures mini-invasives. Mini-invasives, c'est pas invasive, ça veut dire qu'on opère le patient, on ne va pas l'opérer, mais on va mettre des aiguilles.
permettant un soulagement de la douleur. Et ce soulagement de la douleur, on veut qu'il soit permanent ou bien à long terme. Parce que ça ne sert à rien de faire une infiltration et que le patient soit soulagé pour 2 heures et que la douleur revienne. Donc je ne lui rends pas service. Je suis plutôt invasif pour ce patient. Je lui mets une aiguille. L'aiguille n'est pas, le risque n'est pas zéro. Donc il faut qu'on lui propose une solution pour se sentir bien pendant une certaine durée suffisante. Donc c'est un placement précis, je dis bien précis. Infiltration, c'est pas faire une injection intramusculaire. Donc l'aiguille doit être placée de façon précise, percutanée, avec injection d'un médicament. On peut injecter un médicament, ou alors on peut bloquer la transmission d'un nerf cible. Donc souvenez-vous du schéma que je vous ai montré. On peut aller sur le nerf et stopper la transmission du signal douloureux. Je vais vous montrer comment. Alors pourquoi on a recours à ces techniques de l'antalgie interventionnelle? Parce que tous les patients ne supportent pas forcément les médicaments. Il y a des patients qui m'appellent le lendemain et me disent « Docteur, j'ai vomi trop la nuit, je n'ai pas dormi, j'ai la tête qui tourne à cause de la prégabaline par exemple, ou à cause du tramadol, ou à cause d'un certain nombre de produits. » Donc, les patients qui ne supportent pas, il ne faut pas les forcer à prendre les médicaments, ça y est, ils ne supportent pas, il faut passer à autre chose. Prévenir la crise des opiacés. Alors, ce n'est pas encore arrivé chez nous, mais dans les pays nord-américains, notamment les États-Unis d'Amérique, il passe rapidement, palier 1, palier 2, palier 3. Le patient, en une semaine, il est déjà somorphinique. Parce que les patients ne supportent pas la douleur, ils réclament le soulagement, et le médecin est forcé de passer palier 1, palier 2, palier 3 rapidement. Et en prescrivant beaucoup de morphiniques aux patients, les patients vont commencer à s'habituer à ces morphiniques et entrer dans le cercle vicieux du mésusage. Hier, ça a été une conférence sur le mésusage. Et donc, le patient va prendre un peu plus que d'habitude. Il va s'auto-médiquer lui-même. Et donc, il y a beaucoup de dégâts aux États-Unis d'Amérique à cause de ça. Beaucoup de décès, beaucoup de morts à cause de mésusage des opiacés. Et là, en adoptant cette ces procédures de l'antalgie intervention, on peut prévenir même le recours aux morphiniques. Troisième chose, pour éviter la polymédication. Chez les sujets âgés qui sont hypertendus, diabétiques, sous anticoagulants, qui ont la goutte, qui ont une insuffisance rénale, qui ont plein de problèmes, on ne va pas leur ajouter en plus des médicaments comme les antalgiques forts. Donc les procédures de l'antalgie interventionnelle vont nous donner une solution à ces patients. Éviter la chirurgie, ou bien au moins retarder le recours à la chirurgie. J'ai des patients qui ont 40 ans, qui ont une arthrose du genou, et qui disent qu'on a consulté, que la seule solution pour nous, c'est la prothèse. Or, ils nous ont dit que la prothèse ne peut pas être posée à 40 ans. C'est vrai. Une prothèse du genou, on ne va pas la poser à 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut la refaire après 15 ans, il faut la refaire encore une fois. Donc, plus on retarde la pose de la prothèse, plus c'est mieux pour le patient. Or, c'est un patient qui va être chronique. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser souffrir. Il faut qu'on lui propose des solutions. Et surtout, améliorer la fonction. Parce que les patients douloureux chroniques qui viennent, souvent, c'est des patients qui vous disent que ça fait 6 mois que je n'ai pas travaillé. Ce n'est pas les médicaments qui vont l'aider. Il faut leur proposer quelque chose qui va les aider à retrouver leur vie sociale, leur vie professionnelle, active, normale. Pour faciliter la rééducation, les gens, quand ils vont en rééducation, quand ils ont mal, ils ne vont pas supporter les mouvements. Donc il faut leur proposer quelque chose pour les soulager, pour bien faire la rééducation. Et bien sûr, améliorer la qualité de vie des patients. Alors il existe 2 contre-indications à ces aiguilles, donc il ne faut pas piquer tous les patients. Pas tout le patient qui vient, on va lui mettre une aiguille.
Vous cherchez les contre-indications. D'abord, les patients qui sont instables sur le plan psychologique. Et là, vous les voyez tous les jours. Chaque fois, ils vous ramènent une ordonnance d'un autre praticien. Chaque fois, ils cherchent, chaque fois, ils posent des questions. Ça, c'est le genre de patient qu'il faut d'abord stabiliser sur le plan psychologique et après discuter avec lui tranquillement sur les solutions possibles. Et puis l'existence de signal d'alarme. Je vais revenir sur une autre diapositive pour les signaux d'alarme, parce que vous, en tant que praticien d'officine, quand le patient vient vous voir, il faut savoir détecter ces signaux d'alarme. S'il est de votre ressort de détecter rapidement ces signaux d'alarme pour l'adresser rapidement à un traitement adéquat, parce qu'un retard égale des dégâts probablement irréversibles. Ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Donc je vais revenir sur ça. Après, les douleurs diffuses. Les patients qui vous disent qu'ils ont mal partout, on ne va pas les piquer partout. Les patients sans anticoagulants, donc il faut manager ça. Les patients qui sont infectés, qui sont immunodéprimés, les patients diabétiques mal contrôlés. Alors, de quoi a-t-on besoin? Il faut identifier la source de la douleur, il faut avoir une formation solide et efficace. Il faut s'équiper, on a besoin d'un certain nombre de matériels. Je vais vous montrer rapidement un certain nombre de matériels qu'on utilise. Et les plus importants, ça je vous demande de faire attention à ça, il faut que le patient soit approché de façon globale et multidisciplinaire, y compris vous-même, parce que le patient a besoin d'être écouté. Il a mal, il a fait plusieurs consultations, il va vous dire que j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute, qui comprend ma souffrance. Et vous allez jouer un rôle important là-dessus, parce que le patient, on ne va pas traiter son genou, il faut traiter le patient. Alors on a besoin de connaître l'anatomie, les nerfs, les muscles, etc. On a besoin d'être formé en échographie, en procédure radioscopique. Ça, c'est des choses qu'on fait nous maintenant pour la douleur interventionnelle. Par exemple, ici, c'est une hanche. Le patient qui a une douleur d'une hanche, qu'on va poser l'aiguille à ce niveau-là. Voilà la hanche, l'articulation. Ça, c'est le fémur. Ça, c'est l'acétabulum. Et là, l'aiguille qui vient. On peut la suivre en échographie. Là, c'est des procédures qu'on fait sur radioscopie au bloc opératoire. Ça, c'est un patient qui a une hernie discale. Par exemple, au lieu de le laisser souffrir, donc on peut mettre une aiguille au niveau de la racine nerveuse, à côté bien sûr de la racine nerveuse, proche du disque. Là, c'est le disque. On pose l'aiguille ici, on injecte un produit de contraste pour s'assurer du bon emplacement de notre aiguille, et après on injecte. L'anesthésie locorogienne, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Bien sûr, il faut examiner le patient, aussi bien le patient que sa douleur, faire un examen physique détaillé et collaborer entre les différents confrères. Bien sûr, quand j'ai besoin de l'avis d'un orthopédiste, j'envoie le patient à l'orthopédiste. Quand l'orthopédiste a besoin de l'avis de l'algologue, du médecin de la douleur, il m'envoie le patient. Je peux envoyer au neurochirurgien, je peux l'envoyer au psychiatre. Et donc, on collabore entre nous parce qu'on a un seul objectif commun, c'est ce patient pour lequel il faut trouver une solution. Alors là, c'est écrit en anglais, je suis désolé, mais il faut se mettre à l'anglais. Le conférencier d'hier vous l'a bien mentionné, donc c'est l'anglais, c'est l'avenir, c'est le présent et c'est le futur. Alors, les patients qui ont un traumatisme, il a mal, il vous dit « taht, yadrani dhari ». Ça, c'est pas le patient avec lequel il faut rigoler. Il peut avoir une fracture méconnue, il faut qu'il aille consulter, c'est obligatoire. Le patient qui a une tumeur, le patient qui vous dit qu'il a un cancer de la prostate, suivi, son médecin lui dit tout va bien, mais il commence à avoir une douleur au niveau du cou. Il faut toujours penser à une métastase. Un patient qui vous dit qu'il a perdu du poids, en un mois, il a perdu 10 kilos. Ça, c'est des choses qu'il faut que vous-même, vous allez détecter à l'interrogatoire. Il va vous dire qu'il a mal depuis 6 mois et qu'il a visité des médecins, qu'il était aux urgences, où il y a injecté quelque chose, qu'il n'est toujours pas soulagé. Il va venir vous voir. Quand il va venir vous voir, n'hésitez pas
parce que je sais que vous êtes fort en communication avec le patient, à détecter les drapeaux rouges. Demandez-lui est-ce que vous avez perdu du poids. C'est important, très important. Moi, j'ai eu un patient récemment qui était traité pour lombago. On lui a dit que c'était un lombago. Je lui ai posé la question, est-ce que vous avez perdu du poids? Il m'a dit, j'ai perdu 10 kilos en un mois. Ah, 10 kilos en un mois, ça c'est grave. On a fait une IRM. L'IRM me dit, il y a une petite lésion au niveau du corps vertébral de L2, mais elle n'est pas méchante. Mais le patient a perdu du poids. On a fait un scanner thoraco-abdominopelvien. C'est un cancer de la vessie avec des métastases partout dans l'abdomen. Le patient ne sent rien au niveau de l'abdomen, avec des métastases au niveau du rachis. Pareil, un autre patient que j'ai vu, c'est un jeune, lombago, douleur du dos, jeune, sportif. Il me dit que ça fait 2 mois qu'il a mal, qu'il n'est toujours pas soulagé. Il me dit que de temps à autre, la fièvre monte quelquefois. Quelquefois, je chauffe un petit peu le soir. On a fait le test, c'était une tuberculose. Alors, si on lui donne que des antalgiques, la tuberculose va s'aggraver encore et il risque d'avoir une courbure au niveau de son rachis, ou bien un déficit. Alors, les patients qui vous disent que j'ai mal, j'ai des céphalées, j'ai de la migraine, d'habitude, habituelle, et je suis revenu reprendre mes traitements, mais la douleur de cette fois-ci, je ne l'ai jamais vécue. La douleur de cette fois-ci est très intense. Elle n'est pas la même que d'habitude. Ça, c'est un type de patient pour lequel il faut se méfier. Il peut avoir une rupture d'anévrisme. Et il peut avoir les médicaments, sans aller consulter chez le médecin, il va se retrouver à son domicile avec un coma. Quand on fait le scanner, on va trouver un AVC hémorragique étendu. Ça, c'est des cas réels qui existent. Ou bien le patient qui vous dit que des fois, quand ça, c'est un patient qui probablement il a une tumeur cérébrale. Ce n'est pas la migraine, les céphalées habituelles. Parce que toujours les patients ont tendance à banaliser. Ou bien donc le patient qui vous dit qu'il a perdu du poids, qu'il a de la fièvre, qu'il est tombé, qu'il a perdu connaissance, ça c'est grave. Je vois des nuages, des brouillards, je vomis. Tous ces signes, ce qu'on appelle les drapeaux rouges, c'est marqué, c'est en rouge, ça c'est grave. Ce n'est pas moi qui va les traiter. Ces patients, il faut que je les envoie aux urgences ou bien il faut que je l'envoie chez le chirurgien pour être opéré. Ça, c'est des urgences. Les patients qui vous disent qu'il a perdu le contrôle des urines ou bien des selles. Le patient qui vous dit que la douleur augmente de façon progressive. La douleur, vous connaissez l'échelle de la douleur de 0 à 10. 0, c'est un patient qui n'a pas mal du tout. 10, c'est le patient qui a une douleur intense, maximale, qu'il va vous dire, c'est des gens qui disent ce genre de phrase. Ça, c'est 10. Donc le patient qui vous dit, j'avais 2 sur 10, 3 sur 10, après ça a augmenté à 5, après ça a augmenté à 6, après ça a augmenté à 7, ça c'est des urgences. Et bien sûr, le patient qui a pris des antalgiques et qui n'est pas soulagé. Ça c'est aussi, il faut considérer ça comme une urgence. Donc l'évaluation psychologique, j'en passe. Donc les patients anxieux, déprimés, il faut se méfier, il faut prendre ça de façon séparée, mais intégrée dans la prise en charge du traitement. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos patients en dehors des médicaments? Alors, je ne dis pas que les médicaments ne servent à rien. Ça, c'est au contraire. Ce qu'on explique aux patients, c'est que votre
prise en charge doit être globale. On ne va pas traiter votre épaule, mais on va vous traiter vous-même. Et que le traitement est basé sur un trépied. C'est 3 piliers. Un, bon, il faut faire le diagnostic, bien sûr. Un, c'est les médicaments. Ça, c'est obligatoire, les médicaments antalgiques. Il faut toujours les prescrire. 2, c'est les infiltrations, les procédures de l'antalgie interventionnelle. 3, c'est la kinésithérapie ou la rééducation fonctionnelle. Obligatoire. Parce que les patients n'ont pas que la douleur. Ils ont mal, ils ont des contractures musculaires, ils ont des troubles de la marche, ils ont une mauvaise humeur. Donc tout ça, il faut l'intégrer dans la prise en charge. Et parmi les choses, donc en plus des médicaments, en plus de la rééducation fonctionnelle, on peut proposer d'autres choses. Ça, c'est l'exemple de quelque chose qui n'est pas invasif du tout. C'est les appareils TENS. Vous connaissez les appareils TENS? C'est de l'électrostimulation transcutanée. Donc c'est des patchs qu'on pose sur la zone douloureuse, branchés à cet appareil qui va délivrer un courant électrique de façon pulsée, et ceci va permettre de soulager la douleur des patients. Un autre type de procédure, c'est les patchs. Ça, on n'a pas ça au Maroc encore. Les patchs de lidocaïne 5%. Mais croyez-moi, ça ne sert pas à grand-chose, parce que la lidocaïne, c'est un produit qui a une courte durée d'action. Par contre, ce qui a une longue durée d'action, c'est la capsaïcine. Vous connaissez c'est quoi la capsaïcine? Felfla soudania. Donc on prend le felfla soudania, on extrait la capsaïcine et on les met dans des patchs qu'on applique sur la zone douloureuse. L'avantage, c'est qu'il va désensibiliser la zone douloureuse. Même les petites branches nerveuses sensitives, il va les désensibiliser complètement. Et là, c'est un traitement, normalement, en Europe, ça existe. C'est un usage uniquement hospitalier. C'est pour ça qu'on ne l'a pas ici. Donc, on peut mettre des aiguilles. Pas n'importe quelle aiguille. Donc, il y a un certain nombre d'aiguilles. Ça, c'est des aiguilles d'acupuncture. Ça, c'est des aiguilles spinales. Ça, c'est des aiguilles d'anesthésie loco-régionale. Des aiguilles péridurales. Ça, c'est l'exemple d'un cathéter péridural. Par exemple, on entre dans le rachis, dans l'espace péridural. On introduit le cathéter, qu'on suit sur la radio jusqu'à la zone qui fait mal, et là, on injecte. Ça, c'est des aiguilles de radiofréquence. Je vais vous montrer la radiofréquence après. Ce qu'on appelle des aiguilles protégées. Donc, le bout, il n'est pas protégé, mais tout le reste est protégé. Pourquoi? Parce que c'est ce bout-là ce qu'on appelle le bout actif, qui va être à contact du nerf qu'on veut endormir pour un soulagement de longue durée. Donc on a différentes méthodes de guidage. Donc on utilise l'échographie, on utilise la radioscopie, on utilise de l'électrostimulation. Ça, c'est les techniques anciennes. Donc si vous rencontrez des praticiens anciens, ils vont vous dire que je peux faire l'infiltration juste, je n'ai pas besoin d'échographie, je n'ai pas besoin de rien du tout. Je peux entrer, je peux écouter, je peux savoir où est-ce qu'il est, l'aiguille. Or, les études ont montré que même sous des mains les plus expérimentées possibles, il y a plus de 50% d'échecs. Parce que ce n'est qu'avec ça, qu'avec l'échographie, qu'avec la radiographie, que l'on peut être sûr qu'on est au bon endroit. Donc l'échographie, ça c'est l'échographie, on peut voir le nerf, voilà le nerf comme ça. Ça c'est un nerf qui est malade, ça c'est un nerf normal, un nerf qui est malade. Et là on peut ramener notre aiguille au contact de ces nerfs et délivrer le traitement. Donc on peut utiliser des anesthésiques locaux, et parmi les produits qu'on utilise, soit la lidocaïne, soit la bupivacaïne. Quand est-ce qu'on l'utilise? Ça c'est pour le zona par exemple. Les gens qui ont un zona, on peut aller infiltrer ce qu'on appelle le bloc serratus pour avoir une efficacité sur les douleurs du zona, sur les douleurs des fractures. Donc on peut utiliser ces blocs pour le diagnostic. Les patients qui viennent, ils vous disent qu'il a une douleur pelvienne ici. On ne sait pas. Est-ce que c'est les génitofémorales? Est-ce que c'est les ilio-inguinales? Est-ce que c'est les ilio-hypogastriques? On ne sait pas quel nerf. Et là, on peut aller sélectionner nerf par nerf jusqu'à ce qu'on établisse le diagnostic. Et à ce moment-là, on peut faire un traitement de longue durée.
Donc pour le pronostic aussi, on sait que si mon bloc est efficace, je sais que mon traitement va répondre à la thérapie définitive. Alors plus tôt, mieux c'est. Plus on traite les patients très vite, très tôt, plus on évite d'entrer dans le cercle de la douleur chronique. Voilà un exemple de patient. Que vous avez vu ce genre de patients qui ont des algodystrophies. Vous voyez ce poignet-là? C'est un poignet qui est raide, qui ne peut même pas utiliser sa main. Il ne peut même pas aller au travail. C'est pareil pour ce patient qui a une algodystrophie au niveau de la cheville. Alors quand on lui prescrit de la kinésithérapie, rapidement le kiné ne peut pas travailler parce que le patient a très mal. Donc, il faut lui proposer des solutions pour ça. Parmi les autres médicaments qu'on utilise, c'est les corticoïdes. Corticoïdes, maintenant largement utilisés, on fait des infiltrations. Sachez que c'est efficace sur des douleurs de type inflammatoire, parce que ce sont des anti-inflammatoires. Après, l'efficacité, généralement, il est à court et à moyen terme. D'accord ? La PRP, vous avez entendu parler de la PRP aussi, donc c'est la médecine régénérative. Ça nous permet, si vous voulez, régénérer une articulation malade, une articulation qui a souffert des modifications dégénératives, en injectant le plasma riche en plaquettes. Donc on prend le sang du patient, on le centrifuge dans un appareil spécial, et là, on prend le plasma, ça c'est tout le plasma, mais on prend que cette partie-là, qui est riche en plaquettes, et ces plaquettes qui sont activées par l'appareil, parce que c'est du tube spécial, vont libérer des facteurs de croissance qui vont permettre la régénération des tissus. Ça, c'est l'avenir maintenant. Et il y a aussi les cellules souches, etc. Ça va venir tout ça. On peut régénérer, même avec une articulation totalement atteinte, détruite. On peut maintenant, avec les techniques nouvelles, maintenant, aider le patient à régénérer ses articulations et à soulager sa douleur, essentiellement, mais à l'aider à retrouver la fonction. C'est ça l'essentiel. Bien, on peut faire la prolothérapie, c'est le sérum glucosé tout court. Hein. Par exemple, le canal carpien, maintenant, les indications opératoires, maintenant, elles sont vraiment bien précises. Le canal carpien, on peut juste injecter du sérum glucosé autour du nerf, c'est ce qu'on appelle réanimer un nerf. C'est comme la réanimation, réanimer un nerf. Quand on injecte du sérum glucosé à côté, ça permet de libérer les tissus fibrotiques qui entourent le nerf, et donc ça lui permet d'être soulagé et être libéré de la compression. On peut utiliser aussi la toxine botulique, pas que l'esthétique. Hein. La toxine botulique, on peut aussi l'utiliser pour la douleur. Ça aide pour certaines douleurs de type neuropathique, en particulier les migraines. Les migraines chroniques, pas toutes les migraines. On ne va pas prendre tous les migraineux et leur infiltrer de la toxine botulique. Ce n'est que les migraineux chroniques. Les migraineux chroniques, ce sont les gens qui vous disent qu'il a mal au moins 15 jours par mois. Au moins 15 jours par mois. Ça veut dire que c'est presque permanent. Les gens qui ont mal tous les jours. Donc ce sont les patients qui bénéficient des injections de toxine botulique. Donc il y a un protocole pour ça, donc avec des points d'injection précis. On injecte une dose précise pour aider les patients donc, à être soulagés. Il y a des gens qui vous disent qu'il ne peut pas aller travailler parce qu'il est tout le temps migraineux. Il ne peut pas aller chez des voisins, être invité ou faire une réunion parce qu'il a de la migraine. Donc les blocs neurolytiques, on utilise soit l'alcool ou le phénol, ça c'est pour la douleur du cancer. C'est ce qu'on utilise maintenant, nous, pour les différents types de cancers. On peut aller pour les nerfs qui sont responsables de la douleur, on peut aller injecter de l'alcool à côté parce que le patient est déjà cancéreux. Et donc, c'est le seul moyen déjà qu'ils ont, les pauvres, mais on les soulage pas mal. Et on leur permet non seulement de soulager la douleur, mais on leur permet d'aller suivre son traitement. Parce que le patient cancéreux, il n'a plus besoin de rien. Il a besoin uniquement d'être soulagé de sa douleur. Lui parler de la chimiothérapie, de la radiothérapie et tout ça, si la douleur n'est pas soulagée, il ne veut pas.
Mais en le soulageant, la première chose qui lui vient à l'esprit, il va revoir son oncologue, il va lui dire, s'il vous plaît, je veux la radiothérapie, je veux la chimiothérapie, je veux le reste. S'il a mal, il ne veut rien. Voilà. Là, c'est une technique maintenant qu'on a à la clinique. C'est la technique de radiofréquence. C'est la neuroablation par radiofréquence. Alors, c'est quoi le principe? Donc, vous avez une aiguille qui est protégée et on va aller appliquer une énergie thermique, c'est de la chaleur, sur le nerf qui est responsable de la douleur. Alors, ça, c'est les exemples typiques. C'est les lombalgies. Les gens qui ont mal, qui ne vont pas être opérés, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être opérés. Donc, on peut aller chercher une petite branche. Vous voyez cette petite branche? C'est cette branche qui va innerver l'articulation douloureuse. Premièrement, on va aller la bloquer. On va injecter une petite dose d'anesthésique locale pour voir est-ce qu'on est bien en place. Si le patient est satisfait avec ça, on applique de l'énergie thermique sur ce nerf parce que ce nerf il n'est ni moteur ni sensitif. Il est uniquement sensitif pour l'articulation. Et donc, on permet aux patients d'être soulagés et de retrouver leur chemin, leur parcours de soins. Donc, on peut l'utiliser pour les facettes lombaires, on peut l'utiliser pour les sacro-iliaques, on peut l'utiliser pour l'articulation de la hanche, on peut l'utiliser aussi pour le genou. Ça, c'est très important. Les patients de 44 ans, de 50 ans qui ne vont pas être opérés, on leur fait de la radiofréquence sur des petits nerfs, ici ce qu'on appelle les nerfs géniculaires. Ça, c'est un exemple. Les nerfs géniculaires. Alors, les nerfs géniculaires, c'est des branches sensitives pour l'articulation. C'est-à-dire que le patient va pouvoir marcher, va pouvoir bouger son genou, mais il n'a pas mal. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est pour l'arthrose au niveau du rachis cervical. Ça, c'est pour la douleur cancéreuse de l'abdomen. On a aussi d'autres techniques comme la cryothérapie. On n'a pas encore, nous, mais ça existe. Des stimulateurs, des gens vraiment chroniques, difficiles à traiter, on peut leur proposer des stimulateurs. Ça n'existe pas encore au Maroc. On peut placer des stimulateurs au niveau de la moelle épinière. On peut implanter des pompes à morphine. Au lieu de donner 120 mg de morphine aux patients, on peut lui implanter ce boîtier et qui va lui délivrer 1 mg au lieu de 100 mg. C'est 1 mg. Donc on diminue les effets secondaires. La vertébroplastie pour les métastases vertébrales, etc. Alors sachez que le traitement doit être multimodal. Donc je vous l'ai dit depuis le début, ce n'est pas les infiltrations qui vont guérir, ce n'est pas les médicaments qui vont guérir, ce n'est pas la kinésithérapie qui vont guérir, ce n'est pas le soutien psychologique, ce n'est pas l'hypnose, ce n'est pas l'acupuncture. Mais c'est l'ensemble des moyens qu'on a mis ensemble, mis en collaboration multidisciplinaire avec tous les autres spécialistes, tous les autres praticiens, une bonne communication avec le patient, il faut le soulager psychologiquement, il faut l'écouter, il faut qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui l'entend, et à ce moment-là qu'on peut avoir des résultats. Bien, donc c'est les techniques de l'oncologie interventionnelle, pour conclure, doivent être intégrées et de façon précoce. Il ne faut plus attendre. Il y a quelqu'un, c'est un expert, on lui a posé la question, est-ce que vous utilisez toujours l'échelle de l'OMS? Il a dit, on est en 2023. Pourquoi utiliser l'échelle? On a les escalateurs électriques, on a les ascenseurs. Pourquoi utiliser encore l'échelle? La stratégie doit être multimodale. Le patient doit être approché de façon globale, bio-psychosociale. Il faut parler avec le patient, dans quel milieu il vit, etc., pour l'aider à réintégrer son milieu, collaborer entre les différents praticiens. Ça, c'est l'objectif collabo. Votre journée, c'est collabo pharma, donc il faut collaborer avec tous les intervenants. Observer les règles de sécurité pour le patient, parce qu'on ne peut pas traiter un patient si on n'observe pas les règles de sécurité. Le patient a déjà un problème. Il ne faut pas lui en rajouter d'autres. Et bien sûr, il faut être formé. Et ça, c'est un des objectifs de ces réunions, c'est la formation. Ça, c'est un exemple de certificat, de diplôme que j'avais obtenu. Le dernier, c'est celui-là.
En 2022, c'est le FIP, le World Institute of Pain. C'est la, si vous voulez, le plus grand diplôme de la douleur dans le monde actuellement. Et là, c'est quelques références. Regardez, tout est en anglais, rien en français. Rien. Alors, dans ce domaine de la douleur, rien en français. En 2023. Donc, il faut se mettre à pratiquer l'anglais. Bien, voilà mon contact si vous voulez. Merci beaucoup. شكرا دكتور على هذه الندوة. الله يخليكم إخوان والأخوات، غادي نفتحوا باب ديال الأسئلة. الله يخليكم. غير الذكرى، عندنا الإسالة الدكتور بوتباوشت، عندنا الكلمة ديال الرئيس لا ليكتور دي ريكومونداسيون، من بعدهم كاين طومبولا. دونك ما تمشيو فين، كاين طومبولا من وراء لا ليكتور دي ريكومونداسيون. ميرسي. ميرسي مدام فاتحة. ناخذوا السؤال الأول. الله يخليكم، واحد القضية ما طرحتهاش البارح، اللي بغى يعطي السؤال ما فيها باس يعرفنا براسو، واش من فارماسي ومنين جاي عندنا. ناخذوا يونس السؤال الأول. الأخت تفضلي. أولا السلام عليكم، معكم جميلة باتها فارماسي الرحمة أكادير. Donc je vous prie moi aussi monsieur le docteur sur du sujet اللي كيهمنا جميع. Justement au cours de votre présentation, j'ai mentionné quelque chose qui est très important et qui m'attire mon attention. غير ديك لا سيتوياسيون ديال parfois حنايا autant que pharmacien et pharmacien, je m'excuse, كيجيو عندنا دي باسيون ديك لا سيتوياسيون ديال التنمال. دونك حنايا افون قبل كنسولو دي كيستيون. دونك واش ديك حاله عنده شحال هو عنده ديك الحاله، واش هو سو تريتمون. بارفوا ماشي ديما كنكونسيو هذا لو مانيزيوم. Est-ce que ça va pas compliquer les choses en attendant que le patient va diriger vers le médecin ou non? Et merci. D'accord. Donc vous avez fait le diagnostic d'une douleur neuropathique. D'accord? C'est une douleur du type neuropathique. Maintenant, votre rôle principal, c'est de détecter les drapeaux rouges. Si vous sortez de cette salle avec ce réflexe, pour moi, c'est gagné. Drapeau rouge, demandez au patient s'il a perdu le contrôle de la main. Par exemple, il vous dit qu'il a tnmel fité. Donc s'il ne peut plus, s'il n'a plus la même force, c'est urgent, c'est très urgent. Il faut qu'il aille aux urgences, il faut qu'il aille voir le neurochirurgien. D'accord? Maintenant, magnésium, vous pouvez, si ce n'est pas drapeau rouge, vous pouvez donner ce que vous voulez. Magnésium, sincèrement, ça ne va pas être utile du tout. Un patient qui a la douleur et qui a des fourmillements, c'est un patient qui a besoin des médicaments antidouleurs neuropathiques. Médicaments antidouleurs neuropathiques, c'est le médecin qui les prescrit. Parce qu'il y a un suivi régulier, une surveillance, etc. Mais magnésium, ça ne va pas être utile. Mais sachez, déjà, si vous détectez les drapeaux rouges, parce que vous dire aux patients, oui, il faut aller voir le médecin. D'accord. Demain, dans une semaine, dans un mois, j'en sais rien. Mais si vous détectez les drapeaux rouges, tu vas le sauver. Vous allez sauver la vie des patients. Il faut aller consulter aujourd'hui, s'il vous dit qu'il n'a plus le contrôle de la main. Hein? D'accord? ندوزو. شكرا دكتور. ندوزو للسؤال الثاني. تفضل يا يونس، اعطي الميكرو للاخت. السلام عليكم، معكم بوقدير فاتحه صيدليه مكه اكادير. عفوا دكتور، واحد السيده اون فوا كتنيرفا كتحس بالضو كيضربها في يديها، واش شي مشكل عندها ولا شنو؟ شكرا. Alors, donc ça c'est un exemple typique de patient douloureux chronique. Parce que les douleurs chroniques, il y a toujours une relation entre l'état de l'humeur du patient et sa douleur. Par exemple, parce que la meilleure façon de traiter la douleur d'un patient, c'est de le distraire. Parce qu'avant, le patient, il faut le repos.
لو ريبو بحال كما تنقولوا غتمشي تصنت العظام. تصنت العظام صافي راه تبدا تصنت البلايص اللي تيحرقوك. باغ كونط هذاك لو باسيون اللي كيخرج ويمشي مشغول وتيدير لي زاكتيفيتي ويمشي للخدمه ديالو ويمشي يدير لي ريونيون ويمشي يسافر ويمشي هذا. C'est des patients qui sont distraits, qui oublient un petit peu leur douleur. Et ça fait partie du traitement. Maintenant, dans votre cas, cherchez est-ce qu'il y a un drapeau rouge. S'il y a un drapeau rouge, c'est une urgence. S'il n'y a pas de drapeau rouge, vous adressez le patient chez le médecin. C'est pas urgent, on sait que c'est pas urgent. Oui, pas de problème. Oui. Moi, je travaille en collaboration multidisciplinaire avec les collègues, avec tous les médecins. Je ne dis pas qu'un seul médecin, celui qui vous dit qu'un seul médecin peut traiter le malade seul, c'est pas possible. Il faut demander l'avis des collègues, discuter les cas cliniques, faire ce qu'on appelle des décisions collégiales. Par exemple, si le patient vient me voir et que je trouve qu'il a besoin d'être opéré, je l'envoie pour être opéré. Non ? Orienter le patient. Ben, vous avez le contact, tout simplement. واخا شكرا دكتور. ناخذوا السؤال الثالث تفضلي مدام فاتحه. Voilà, بنحمو فاتحة, adhérente à l'association Tzadamon. J'ai beaucoup regretté et je regrette encore de ne pas assister à votre formation locale de l'association Tzadamon. Malheureusement. Mais là, voilà, je suis très contente d'assister à votre thème. C'est un thème extraordinaire. Merci beaucoup, docteur. Donc voilà, peut-être c'est une question et c'est un point de vue. بعد الناس غادي نعرب كيجيو لا فارماسي avec une ordonnance pour les injections d'infiltration. ملي كيجيب l'ordonnance l'employé de pharmacie كيحط l'ordonnance كيقول له هاد الابره الله يخليك راه قال لي الطبيب راه غادي يديرها لي في العظم ولكن انا سمعت عليها كترشي العظام كدير الشلل. Donc pour nous personnellement notre rôle c'est توعي هذاك المريض وتقول له الله يخليك هاد الطبيب اللي خرج لك هاد الابره راه هو واعي قاري احسن مني احسن من هذوك الناس اللي غادي يعاودوا لك هاد الهضره. دونك كما شافها نيسيسير كما شافها خاص ديرها في العظم راه ما غيديرهاش لك. والحاله ديال الشلل ولا سميتو الا كان غيجي الشلل غادي يجي. دونك هاد الهضره راه ما كايناش. داكور مي اسكو فريمون je sais bien à force d'abuser peut-être ça donne beaucoup de contre-indications. Mais juste un point de vue, qu'est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point? Merci, Dr Boutbauch. Très bien. Donc, le plus que vous allez dire à votre patient, c'est que vous parlez bien des injections de corticoïdes, c'est ça? De corticoïdes, d'accord. Alors, les corticoïdes, chez les gens qui ont un mauvais contrôle du diabète, c'est une contre-indication. Il faut que le diabète soit stabilisé d'abord, parce que si le patient vient avec 3 grammes de glycémie, si vous injectez un corticoïde, il va monter à 6. D'accord? Donc c'est les patients, ça c'est le seul souci majeur. Après, qu'est-ce que vous dites des patients qui sont sous 120 mg par jour pendant 10 jours de corticoïdes? Vous avez vu des ordonnances comme ça avec des gens avec des injections intramusculaires. Qu'est-ce qui est bien? Injecter un médicament intramusculaire qui va diffuser dans tout le corps, et c'est 120 mg par jour, pendant 10 jours. Donc ça fait combien? Ça fait 1200 mg. Versus une injection de 80 mg de corticoïdes localement, qui va agir que localement. Bon, après il va être absorbé, mais injecter 120 mg par jour en intramusculaire, tout le produit va être diffusé dans le corps et ce n'est qu'une petite partie qui va arriver à la zone malade. Par contre, quand on injecte localement, donc les risques ils sont vraiment minimes. Donc je pense que c'est ça ce qu'il faut dire aux patients. Parce que les gens me posent aussi la question, ils ont raison, ils ont raison, mais si vous injectez une dose localement, c'est pratiquement... Après, les gens qui viennent 80 ans, quelqu'un qui me dit il a 80 ans. Voilà. دوزو السؤال الرابع تفضلي مدام ربيعه تفضلي. دكتور بوتباوشت مرحبا بك. نفتخر بقامة
طبيه كبيره وجميله جدا معنا في اكادير، نفتخروا حنا موالين اكادير. دكتور عندي جوج اسئله. عندي واحد الحاله ديال واحد السيد كيجي عندي عنده باردون، انا من ربيعه صيدليه المشوار بن سركاو، جو ميكسكيوز. الوغ عندي واحد الحاله ديال واحد السيد كيجي كيقول لي عندي دي فورميمون في الدو اون ارتيكير. الوغ عطيته ان انتيستامينيك ما كيفوتوش الحال. الوغ بوغ ان بروميير طون حنا باش نقدروا نسولاجيوه بعد عندنا حنا او كونطوار افون دو لادريسي شي فو، اشنو ممكن نعطيو؟ ثاني سؤال هو ديزانفلتراسيون اللي كتديروا الباسيون، شحال لو طون ديالو كيدوري و ابري il faut faire une autre infiltration. Et merci pour votre présence. Très bonne question. Donc, première question, donc vous avez quelqu'un qui a mal, qui a des fourmillements et qui gratte. Qui gratte, c'est pas l'antihistaminique. D'accord? Parce que je vous ai dit depuis le début, fourmillement plus grattage égale douleur neuropathique. Voilà. Voilà, donc c'est neuropathique. Donc il faut qu'il aille consulter. Il faut qu'il aille consulter parce qu'il a peut-être besoin d'un EMG, d'un tracé de nerf. Par exemple, s'il vient chez moi, qu'est-ce que je fais? Je peux lui prescrire un médicament antidouleur neuropathique que vous ne pouvez pas donner vous-même tout seul. On est d'accord? Prégabalin, ce n'est pas vous qui allez le prescrire chez le patient. Bien, vous pouvez donner du paracétamol sans problème, sauf que ça ne va pas être efficace. On sait bien. L'anti-inflammatoire, vous savez que ça ne va pas être efficace. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut, quand il vient chez moi, généralement, je peux l'adresser chez le neurologue pour faire un tracé de nerf, pour savoir quel est le nerf qui pourrait être responsable de ça. Il peut me dire territoire du nerf médian, par exemple, qui souffre. Et à ce moment-là, quand le patient revient chez moi, je sais que je vais aller au nerf médian, ou bien je vais aller au nerf ulnaire. Donc ça, c'est l'exemple de collaboration multidisciplinaire. D'accord? Alors, deuxième point, c'est combien la durée. Rappelez-vous qu'on ne traite pas des articulations, on ne traite pas des nerfs, mais on traite un patient. Notre objectif, c'est quoi? C'est de rompre le cercle vicieux. Un patient qui a une lombalgie, il vient, je le vois, je fais le diagnostic, parce que j'ai fait les examens physiques, des examens complémentaires qu'il faut, et je fais le diagnostic, par exemple, disons, une arthrose lombaire. L'arthrose lombaire, je sais que les médicaments seuls ne vont pas être efficaces parce que même quand il est soulagé, quand il marche, il ne va pas être bien. Donc je vais le prescrire des médicaments, je vais l'infiltrer et je l'envoie au kiné. Maintenant, ce que je dis aux patients, mon rôle, mon travail, je vais le faire. Je vais vous faire l'infiltration. Après, il y a un seul point, ça va être commun entre nous. Je vais vous donner des médicaments. Et c'est à vous de les prendre. Parce que pas toujours. L'anti-inflammatoire, l'antalgique ou l'antidépresseur. Donc le patient, j'ai fait mon travail, j'ai fait la prescription, mais le patient n'a pas pris le médicament. Donc il faut que le patient observe les règles du traitement. La kinésithérapie. Les gens qui me chez le kiné, la première fois, première séance, deuxième, tu dis que c'est هاد الحركات غنديرهم في الدار. تيجي للدار تيدير première séance, deuxième, هادشي كيضرني تيحيد تيحبس. وغيجي غيقول لي l'infiltration ديالك, il a duré un mois. Parce que c'est quoi l'objectif de l'infiltration? C'est de retrouver l'équilibre du patient. Et là, le patient n'a pas ما خداش الامور بجديه impliqué, il doit être impliqué dans la prise en charge ديالو. Même l'infiltration, quel que soit là où il est fait, il ne va pas marcher. Donc il faut un engagement du patient, une implication du patient. Les patients impliqués, moi j'ai des patients maintenant, ils viennent pour me dire bonjour, pour me saluer, alors qu'ils disent l'infiltration. Mais c'est des gens qui sont impliqués. Les gens qui ne sont pas impliqués, اما غيرجع يقول لك لا كاينه حقا سافرت مشيت لهنا شديت الطياره هذه فعلت تركت ما عنديش الوقت ما عنديش هذه ما نقدرش نمشي ندير الكيني كنديرها في الدار ما هذا. Donc c'est des choses qui vous avez compris. Donc ce n'est pas, je peux pas vous dire cette infiltration c'est 2 mois, c'est là c'est 3 mois, c'est là non. C'est global.
سي عبد الرحمن عندك سؤال السؤال الخامس. Salam alaikum, bonjour docteur, Abdelrahman Aitabia, pharmacie Saïd Chera. Alors j'ai deux questions. La première question, vous avez cité tout à l'heure parmi les traitements la morphine. Est-ce que la morphine maintenant est réservée seulement aux douleurs extrêmes et soins palliatifs ou seulement pour d'autres douleurs, même si simples? La première question. La deuxième question, pour la capsaïcine à 8%. Est-ce que c'est un médicament ou bien une phytothérapie? Pourquoi il est resté seulement à usage hospitalier? Merci. Très bien. Alors la morphine, c'est palier 3, on est bien d'accord. On ne peut pas aller prescrire la morphine directement au patient, sauf si le patient est venu, parce que chez nous, généralement, les patients viennent avec un dossier médical. Elle a déjà consulté, elle a déjà pris des médicaments. C'est des patients qui nous sont référés, d'accord, pour la douleur. Quand il a déjà pris un certain nombre de médicaments, avant c'était prescription de morphine directe, parce qu'il a déjà pris palier 1, palier 2. Maintenant, on peut proposer des infiltrations, quand il y a l'indication, et quand il n'y a pas de contre-indication, on est bien d'accord. Alors la morphine, elle est réservée aux échecs du traitement, des autres traitements, même aux échecs des infiltrations, parce qu'il y en a, d'accord. Et c'est réglementé, vous savez très bien, il faut le carnet à souche, il faut un circuit très verrouillé pour ça. Voilà, j'ai répondu à votre question sur la morphine. Deuxième question, c'est la capsaïcine. Alors c'est un médicament, c'est pas de la phytothérapie. Pourquoi? Parce que toute substance qui va pénétrer dans le corps humain, qui va exercer un effet, c'est un médicament. D'accord? Comme l'oxygène. L'oxygène, c'est un médicament ou pas? C'est un médicament, ça fait partie de la définition des médicaments. Donc il faut l'utiliser à une dose précise. Pourquoi 8%? Parce que vous pouvez aller dans les supermarchés, dans des pays occidentaux, vous allez trouver de la capsaïcine à 2%. Ce n'est pas ça, ce n'est pas efficace. C'est 8% parce que c'est la seule dose qui a permis une désensibilisation des branches sensitives nerveuses. Pourquoi c'est réservé à l'usage hospitalier? Parce qu'il y a beaucoup de complications. Chez les gens qui ne sont pas formés, il risque d'y avoir des problèmes, en particulier les brûlures. Ça brûle. Et donc on met généralement du froid, on met les patchs et on met du froid pour que le patient ne brûle pas. Et ça fait très mal. Il y a même des gens qu'on peut même endormir, on leur donne quelque chose pour qu'ils dorment, pour supporter la douleur de la capsaïcine. Donc c'est pour ça que c'est réservé. On ne peut pas l'appliquer dans un cabinet ou la pharmacie. C'est impossible. Le patient va vraiment avoir très mal. Puis il y a un risque de brûlure. Donc c'est pour ça que c'est réservé. شكرا دكتور. نظرا لضيق الوقت غادي ناخذ سؤال اخير. السلام عليكم دكتور. ام قاعد فاطمه فارماسي الشفاء العيون وعضوه ديال جمعيه المسيره. السؤال ديالي كيشكل عنده جوج ديال الشق الاول والشق الثاني. بالنسبه لنا حنا في الجنوب كنعانيو من الاستعمال العشوائي للكورتيكويد وكنعانيو بصفه خاصه من لوبيزيتي. هاد لوبيزيتي هذه كتخلق مشاكل راكم عارفين على الجهاز العظمي يعني بصفه عامه. واش حنا كنسعاو بالنسبه لنا حنا في الجمعيه ديال المسيره كنسعاو لهاد التوعيه هذه ديال يعني نحدوا من هذا الاستعمال ديال الكورتيكويد، ولكن راه ما يمكنلكش تحكم في كل شيء الناس. ثاني حاجه الناس اللي كيستعملوا هاد الكورتيكويد فاش كيمشي عند الطبيب ما كيقوليش الصراحه، ما كيقوليش راني كنستعمل هاد الكورتيكويد على حساب الغلد وعلى حساب هذا، بس كيف كيغطي داك هذا ملي كيعطيه ان تريتمون كيعاود يعطيه داك لو تريتمون حتى هو فيه دي كورتيكويد. واش هذا المشكل هذا ديال لي كورتيكويد ما غاديش نلقاو ليه شي حل مستقبلا باش يكون مقنن كما كاينين يعني تكون سيغ بريسكريبسيون ميديكال؟ وشنو هما اللي يكون زعما شنو هما التوجه اللي غادي نقدروا نوجهوا لهاد الناس؟ فين غادي نوجهوهم؟ مثلا ملي كيجي كيقول لك انا راه مشيت لعند الطبيب وعطاني الدواء، راه ديجا كنت استعملت داك الدواء ما دار لي والو، حتى داك الدواء اللي كيكون مستعملو ما كيقولولوش للطبيب ديالو، ما كيصارحوش. وشكرا لكم. Je suis tout à fait d'accord. Alors, vous pouvez faire une chose, vous pouvez dans le cadre de votre association, si vous êtes solidaires entre vous, faire
une conduite à ne pas jamais délivrer de corticoïdes sans ordonnance. Ok, ça c'est la première. La deuxième, mais méfiez-vous des patients qui sont sous corticoïdes au long cours, 1 an, 2 ans, et qu'il va se présenter chez vous, vous refusez de lui donner le corticoïde, il ne va pas prendre son corticoïde, il va faire une insuffisance surrénalienne aiguë. Il va se retrouver à l'hôpital parce qu'il n'a pas pris de corticoïde. D'accord? Donc il faut éduquer le patient, les corticoïdes c'est pas bien, s'il vous plaît, allez chez votre médecin. Alors le médecin, normalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un protocole de dégression. Au lieu de prendre 3, 4 comprimés, 5 comprimés par jour, il va prendre doucement jusqu'à arrêt. Parce qu'il ne faut jamais arrêter un corticoïde, surtout s'il est pris au long cours, comme ça. Voilà. Donc il faut se méfier de ça. Si vous refusez, ce n'est pas bien de refuser comme ça catégoriquement, mais alors orientez-le vers le médecin pour qu'il vienne avec une ordonnance, avec un protocole de dégression. Ça, c'est vous allez lui rendre service. Deuxième point, l'obésité. L'obésité, d'habitude, les patients qui ont des problèmes dégénératifs comme ça, du rachis, des articulations, etc., généralement c'est des patients obèses ou bien qui ont des professions particulières. D'accord? Les patients obèses, généralement, si vous leur dites le poids, c'est comme si pour lui c'est impossible. Comment il va faire? On lui demande le poids. Pour diminuer le poids, il a besoin de quoi? Il a besoin de ne pas manger beaucoup, il a besoin de bouger. Même s'il fait un effort de ne pas manger beaucoup, il ne peut pas bouger. Parce qu'il a mal. Et là, les procédures de l'odontologie interventionnelle vont l'aider à mieux bouger. Donc on a besoin de son engagement. Le poids et on l'aide. Donc si on soulage un genou pendant 2 mois, la question tout à l'heure combien, un patient, on lui fait une infiltration au niveau du genou, un bloc au niveau du genou, on supprime la douleur, il le poids, automatiquement la douleur va diminuer. Et là, demander à un patient comme ça de bouger alors qu'il a mal, c'est pas possible. واحد النقطة اللي كنت بغيت نشير لها دكتور هو أنه شكرا الأخت اللي جاتنا من العيون الإشارة لهذه النقطة هذه أن هاد لي كورتيكويد دكتور ولاو كيتباعوا في سوق سوداء كتدخل غير الفيسبوك راه كيتباعوا بالجملة راكم شايفين هذا الشيء. هذه هي اللي كنت بغيت نضيف وكنشكرك دكتور على التفاعل ديالك مع الأسئلة ديال الإخوان والأخوات ديالنا. الندوه ديالنا سالات وغادي نمروا التصفيقات حاره على الدكتور سي محمد بوتباوش. غنعطي الكلمه للاخت فاتحه تفضلي. Voilà, merci beaucoup docteur Boutbauch. C'est excellent comme thème. Inch'Allah نعاودوا في local de l'association. C'est extraordinaire. Donc, غادي واحد تذكار, un petit souvenir de l'association présentée par Malika Boutbauch, la petite sœur de Dr Boutbauch. Masha'Allah alayha. J'ai choisi que votre petite sœur sera aussi avec vous au podium. Comme ça, نعرف الإخوان والأخوات Malika Boutbauch. Elle est kinésithérapeute, physiothérapie et rééducation périnéale. Donc, كاينة في طالبورش immeuble Jamel. Voilà, في طالبورش و elle est au 4e étage. ايوا الناس ديالنا ديال التضامن واللي وقت ما بغيناهم كنلقاوهم on leur donne un coup de main ان شاء الله وكي نبغيوهم نلقاوهم ما شاء الله عليهم. Voilà. Donc voilà, un souvenir de l'association. Docteur Boutbauch, merci beaucoup encore une fois. Vous étiez aimable. Merci. أنا بغيت نشكر الدكتور بوتباوش قدام الناس كلهم أنني درت واحد لوبيراسيون عند الدكتور شليح الله يرحمه وما شفتش نهائيا لا دولور. ما شفتهاش لدرجه ان جات واحد الطبيبه كتخدم عندهم في لا كلينيك في الصباح جات ديريكتومون عندي قالت لي راه سقط الخبر بان هاد لوبيراسيون دارت في الكلينيك
وقالت لي زعما ديك لا دولور اللي كتكون راه امبوسيبل لان هي ديجا دارت لوبيراسيون، واني ديك الساعات باقي ما جاش الدكتور بوتباش، باقي ما تلتحقش بهم باش يدير لها الانستيزي اللي دار لي انايا. قلت لها انا راه ما شفت والو يا دكتوره، وهي توري لي رجليها، قالت لي هي درتها عند الدكتور شليح مي راه لا دولور ديالها راه انسوبورطابل، وانا ما شفتش لا دولور. وكنشكر الدكتور بوتباوشت قدامكم كلكم. ميرسي دكتور. سيت اون اوكازيون، شحال زوين ملي كتعرف شي دكتور وكيجيب الله الشفاء على يدو، كيكون عندك سبحان الله داك الدكتور ملي كتشوفو كيفرح، الدكتور كيفرح من جهته والمريض كذلك ما كينساش. هذا واجب الدكتور دارو، ولكن ربي سيدي ربي عطيه واحد لو دون وعطيه من عنده سبحان الله القبول. كنشكرك دكتور، كنتمنى لك مسيره موفقه في العمل ديالكم. شكرا بزاف. شكرا بزاف لكم على هاد لي مو. انا بدوري دونك كما قلت لكم في الاول جو سوي شي موا في لاسوسياسيون التضامن، وانا دائما معكم في جميع لي زاكسيون ديالكم سوسيال ايمانيتير اللي كديروا. والاخوان راه شحال من واحد جا عندي ديال لاسوسياسيون، راه مرحبا بكم في اي وقت، اي حاجه، اي استشاره عيطوا لي في اي وقت كنجاوب الاخوان ونقدم يد المساعده على القدر الاستطاعه ديالي ان شاء الله. غير هادي يا دكتور، جاي اون كيسيون دون كوليغ، لا بوليكلينيك انترناسيونال ميديكال 3 دي فين جات واش تكون؟ اللي بغى مثلا يجي لعندك ولا يصيفط لك امالاد. داكور دونك نزل اكادير، الاخت اللي سولاتني كاينه في شارع الحسن الثاني. فوالا تري بيان. فوالا اونسيان كلينيك دي سبيسياليتي. الله يجازيكم بخير دكتور، ميرسي بوكو et c'est un honneur de vous voir parmi nous, surtout في les journées ديال 18e Collabo Pharma. Voilà, donc nos journées touchent à sa fin. Voilà, le mot de la lecture des recommandations des 18e journées Collabo Pharma 2023, présenté par le président de l'association Tsadamon, M. Ashgri Mohamed. Et après, on passe au tombola. والله يخليكم الاخوان والاخوات اللي هما عندهم تيكي ديال الغداء، الا غاديين دابا يتغداو، اللي عنده تيكي راه غادي يمشي يتغدى. ما كنهضرش على لي زاسوسيون، هذوك غادي يتغداو، ولكن الناس اللي يلاه جاو يلتحقوا وباغيين يمشيو يتغداو راه كنقولوا هذه شهر 15 يوم لي تيكي اللي بغى يتغدى يتيري التيكي ديالو يخلصو ويتهنى. مي مانتنون سي ترو طار باسكو حجزنا لي طابل، سالينا مع لي طابل والغدا، دونك مع الاسف اللي يلا بغى يمشي يتغدى يلا غيقطع تيكي يخلص، راه الله غالب. ان شاء الله العام الجاي والواحد يدير بحسابه باش كومسا ياخذ تيكي ديالو افون. ميرسي افو. غير قبل ما نعطي الكلمه للاخت فاتحه باش تعرفنا بالضيوف ديالنا. دونك اليوم وفي هذا اللقاء الاخوان والاخوات ضمن واحد اللقاء تكويني مع الدكتور سي مصطفى بوتباوش، وكان طلب ديال رئيس الجمعيه انه جميع منخرطي جمعيه التضامن اللي جاو عنده لا فيزيت على حسابه، واليوم اكدها. شكرا دكتور بوتباوش، اكد ديك الشراكه. نحن ممتنين لهذا لو جيست. دونك مرة أخرى شكرا لكم لهذا الطلب اللي لبيتيه، والحمد لله راك صادق في العمل ديالك، الله يكمل عليك. شكرا دكتور بوتباوش، والشكر الجزيل لكل الدكاترة، لي فارماسيان، الناس كاملين اللي حضروا معنا، وحتى اللي من بعيد ما قدروش يجيو حاضرين معنا بقلوبهم وبدعواتهم، الله يجازيهم بخير. فوالا دونك معنا واحد جوج ديال الدكاتره ما فيها باس نقدموهم يلتحقوا بنا، الله يجازيهم بخير. والدكتور اللوايا عصام والدكتور رشيد العلالي. شحال جميل الاغلبيه ديال الناس اللي كاينين معنا وكانوا معنا في العشاء البارح
سو سون دي ميدسان جون ما شاء الله عليهم، كيفرح القلب وكتحبهم، باقيين صغار شباب باغيين يخدموا بلادهم ويخدموا المرضى ديالهم. سي ان اونور دو لي فوار، والله يسهل على كاع وليدات امتي محمد، حتى لي الله بدا في الطب وفي لا فارماسي، الله يسهل عليهم. فوالا شكون هذيك؟ داكوغ الدكتوره ليلى كارديو اكادير و سلام عمارة سلام اكوتي سينما سلام، في هذيك العماره الجديده اللي حدا سينما سلام. فوالا والدكتور لوايا عيسى اوفتالمو، سي ان اوفتالمون دونك كاين في انزكان في تاغزوت. ديجا اون ا بارطاجي هاد لي كارت في الفيسبوك اي بارتو في الواتساب، دونك شفتو كاين الشارع 11 يناير الحي الحسني تاغزوت عماره 120 الطابق الاول. وكاين الدكتور رشيد العلالي شيروجيان اورولوج، ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك الله يحفظك لوالديك. الوغ كاين حتى هو طالبورشت نو نو سي تيكي وين اكادير بلاص دي تاكسي اون فاس ديال بلاص دي تاكسي، ديك العماره الكبيره الجديده داكوغ ديال اوسكار في تيكي وين. دونك ها هما دا والبنيه كاينه في فوالا سي بيان. الدكتوره ليلى شمعوا الفهري حتى هي قلنا كارديولوج، كاينه في ديك العماره اللي حدا سينما سلام، العماره الجديده عماره السلام. ما شاء الله عليكم. دونك جو فو سويت بوكو دو كوراج، اون فو دونغرا ان كو دو مان سي سور. كاينين الناس معنا في تيكيوين وكاينين ناس معنا بارتو، دونك ان شاء الله نتمنى لكم مسيره موفقه. ميرسي بوكو، الله يجازيكم بخير وشكرا على الحضور ديالكم. Et merci pour tous les gens qui bon غادي نعرب اللي هما تايقين في جمعيه التضامن وتايقين فينا وتايقين في الاحباب. ومعايا واحد الفارماسيان اللي هو يوسف كيدير معايا ستاج، ان شاء الله تا هو قريب يحل لا فارماسي ديالو. تحيه خاصه لك، سي اكستراوردينير. دونك ميرسي ا تو الموند، وانا ندوز مسيو اشقري. شكرا لكم جميعا. شكرا للاخوان والاخوات. بين قوسين فقط هذه الكلمات في حق الساده الدكاتره اللي تنهضروا عليهم كما اكد السي مصطفى بوتبوشت، دكتور مصطفى بوتبوشت. هاد الناس راه تيخدموا مع جمعيه التضامن في الاعمال الاجتماعيه وبالمجان، وفي اي منطقه فين ما كانت مستعدين انهم يضحيو بيومين 3 ايام ديالهم من اجل تقديم الخدمات الطبيه المجانيه مع التضامن في اي مكان في ربوع المملكه. راه هادو اكدها لنا وتاكدوا لنا دائما، وهما راه عرفتوا لي كارافان ميديكال اللي كدير جمعيه التضامن بفضل هاد لي ميدسان حنا تنزعموا وتنعطيو لوكي، حنا اللي تنتخذوا قرار فين غنديروا، ولكن هما دائما الحمد لله تيكونوا تيلبيو الطلبات ديالنا واخا يضحيو بيومين ديال الخدمه ديالهم وتيمشيو معنا في سفريات طويله. شكرا لهم، هادشي علاش حنا جبناهم اليوم وباقي الخير الحمد لله، وكانوا معنا البارح وكرمناهم. باقي ذكرين اللي باقي الحمد لله، غير بين قوسين باش الناس يعرفوا علاش بالضبط هاد الناس اللي معنا. دونك اولا على بركه الله والحمد لله ان الملتقى تضامن 2023 على مشاريف اختتام. تنتمنى اننا استفدنا من المواضيع اللي طرحت، ونبقاو في الاستمراريه جميعا كمساعدي الصيادله. تنشكر الجمعيات الحاضره معنا، تنشكر الدكاتره اللي حضروا كذلك، المحاضرين اللي ساهموا معنا بالحضور ديالهم، الطاقم الصحفي اللي كان مغطي الايام، جميع المكونات اللي غطوا الايام. دونك الهدف الاساسي هو اننا نخرجوا من هذا الملتقى
بالمعرفة والتكوين المستمر ولو بقسط قليل من المعرفة ديالنا في خدمة تجويد. وهذا هو اللي تنأكد عليه، اللي عبد ربه أعوذ بربي. أنا خديت سنوات في الميدان، وكما شفتوا البارح رغم التكريم ديال التقاعد أقسمت أنني سأستمر في الميدان، لأنني للشرف أن أنتمي لميدان قطاع الصيدلة، للشرف أن أستمر في هذه المهنة الشريفة رغم المتاعب ديالها، رغم الإكراهات ديالها. للشرف أنتهي تنقول باز، بمعنى الجسد ديالي ما قدرش باقي يتحرك. ما دام أنني قدرت نتحرك فأنا مساعد صيدلي قانوني، تنعمل بقانون في الصيدلية رغم أنني أحلت على التقاعد، ولكن الثقة ديال الناس والثقة ديال الصيدلي اللي أنا خدام معاه، دونك المجموعة ديال الإخوان اللي تكرموا اللي البارح كانوا، الثقة ديال الصيادلة ديالنا الحمد لله، وداك التبادل ديال الحوار هذا هو الأساس ما بين الحوار ما بين الصيدلي اللي هو المحاور الأساسي وليس عدو استراتيجي، بل المحاور استراتيجي اللي خلاتنا أننا نلبي له الطلب ديالو أنني نستمر معاه، واستمروا الإخوان والأخوات اللي شفتوا البارح كذلك. دونك شكرا للجميع، واستسمح من جميع الجمعيات والنيزران العيب يعاود فولكي، خذوها من اكادير تقاتاش الحيت، والنيزران العيب يعاود فولكي. الحمد لله نلقى كل ايتماتن، كلنا اصدقاء اخوان زملاء، معاناه نفس المعاناه، ولكن كونوا على يقين انكم تقدمون خدمات جليله 90 ولا 95% ديال مساعدي الصيادله بالمغرب، وانا على درايه بما يقع في المغرب من طنجه الى القويره، كونوا على يقين. 95% الحمد لله تخدموا بجديه وبالصدق، ولهم الشرف انهم ينتميوا لهذا الميدان. دونك توصيات هذه مبدئيه، ولكن وبدون استشارة المكتب، باش نقولها صريح العبارة، أنا قررت أنه تكون واحد التوصية شاملة اللي غتصدر من جميع الجمعيات اللي حضروا معنا، وتكشى وتصيفط لجميع نقابات الصيادلة ديال المدن ديالهم، لجميع الهيئات اللي كتمثل الصيادلة والوزارة الوصية، والهدف هو القانون 25/14 واخراجه من رفاف ومن رفاف ديال المجلس المستشارين. دونك هذه توصيات مبدئيه تحت اشراف نقابه الصيادله بولايه اكادير وبالتعاون مع المجلس الجماعي لاكادير. نظمت جمعيه التضامن لمستقدمي القطاع الصيدلي بولايه اكادير أيامها التكوينية 18 تحت شعار الاستخدام السليم للأدوية، المسؤولية والتوعية، يومي 3 و4 يونيو 2023 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، وخرجت بالتوصيات التالية: المطالبة بتفعيل مقترح منح شواهد المعادلة لكل المساعدين الممارسين لمدة متفق عليها مسبقا، تطبيقا لتوصيات الملتقى 13 وحنا في 18، ونؤكد رفضنا ل 25/14 بصيغته الحالية والتخزين ديالو وفي الرفاف ديال مجلس المستشارين. ثانيا، ضرورة الاهتمام بالتكوين الأساسي بالشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص وكل المتدخلين والفاعلين داخل القطاع الصيدلي. ثالثا، ضرورة الاهتمام بالتكوين المستمر لمواكبة كل المستجدات العلمية والمعرفية داخل القطاع مع الشركاء. رابعا، التنسيق والتوافق بين مكونات القطاع
من أجل التصدي لكل من يتجرأ على كرامة وحقوق المساعد الصيدلي، وكذا الرفع من تطوير مهنة المساعد الصيدلي وبالتالي المنظومة الصحية ككل. خامسا طلب إصدار مرسوم يعرف بالمساعد الصيدلي ودوره وأين تبدأ مسؤولية ديالو وأين تنتهي. سادسا إشراك المساعد الصيدلي من خلال تمثيلياته المحلية والحالية في أي قرار أو تشريع يخص مهنة مساعد صيدلي لما لها من خصوصيات. سابعا نطالب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والورقية والإلكترونية الانفتاح على هموم وقضايا المساعد الصيدلي. ثامنا نطالب بفتح الحوار وتفعيله بين الفريق الصيدلاني من أجل النهوض بمهنة المساعد الصيدلي والرقي به لما فيه من إيجابيات على القطاع وعلى المنظومة الصحية. تاسعا تمكين المساعد الصيدلي من تكوين يؤهله لمواكبة تطور مهن الصيدلة والسياسة الصحية لبلادنا. هذه هما التوصيات اللي كاينين. الآن برقية ولاء إلى صاحب الجلالة جزاه الله نصره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلم. برقية الولاء والإخلاص لسيدنا منصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. بمناسبة الملتقى التضامن كلوب فارما 2023 في نسخته 18 لجمعية التضامن لمستخدمي القطاع الصيدلي بولاية أكادير، يتشرف رئيس الجمعية والمكتب المسير لها وجميع المنخرطين أن يرفعوا إلى مقامكم العالي بالله أسماء عبارة الولاء والتقدير والامتنان، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، ويحفظ سائر الأمراء والأميرات والأسرة الملكية جمعاء، إنه سميع مجيب. حرر بأكادير يوم 4 يونيو 2023. والسلام على المقام العالي بالله. الإمضاء خادم الأعتاب الشريفة السيد محمد الشقري رئيس جمعية التضامن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yallah, on passe directement, on n'a plus de temps. Fin représentant donc طيب فاطمة سوق الحد تيزنيت. يلا خديج التقي البرج هذه أسفي سافي. خديجة نادية رشيد أكادير الزهراوي. نادية رشيد هذا هو اللي ما عنده الزهر. شتو ها اللي ما عنده الزهر. فارماسي الحمراء إدمار فتيحة فارماسي الحمراء. أمل سعدية العزيب أيت ملول. أمل سعدية العزيب أيت ملول كاينة
مرحبا. السعدية شفيق فارماسي سعيد أكادير. عبد اللطيف البازمي أكادير. عبد اللطيف. سمية مسلم. سمية مسلم. ما كايناش سمية مسلم. طاهر تيزنيت. يقولان طاهر تيزنيت. المرتجي عبد الله. المرتجي عبد الله. ما كاينش. بولعلام عبد الاله نور الهدى. صافي باقي. سفيان النصيري. سفيان النصيري. الشتا العربية الحمراء أكادير. الشتا العربية الحمراء أكادير. الشتا العربي كاين تحت. الشتا العربي كاين تحت. شوف مع الديليغي واش تعطيها له. الشتا العربي لي زورغانيزاتور كاين في التحت. الأخت إدريسي جيهان ولا الأخ مع الصويرة. جيهان إدريسي الصويرة. ما كايناش. الناس ديال الصويرة فارماسي الهنا الصويرة. الراجي المصطفى. الناس ديال الصويرة غايبين. عيشة الفلالي. فرح عيشة فلالي. كاينة الأخت عيشة. حسنة العيون. حسنة العيون. مرحبا وسهلا بناس الصحراء. حسنة العيون ما غاديش نرجعها، غادي نعطيها من هنا. تفضلي. ما نقدرش التيغاج مشى وهذوك الناس دونك. مرحبا بالناس ديال الصحراء عندنا. عزيز باغا 2000 تفضل عافاك باش تعطي لي دونك غادي نهزو غير معايا. صبري ايت ملول. صبري ايت ملول. يلا هاك خذ ليه ديالو. الناس ديال اسفي فرحاني خديجه. فارماسي حسني صافي. تفضلي. وحده. الناس ديال اسفي عندهم الحظ هاد المره ياك. بصحتكم ومرحبا بكم. سي محمد صابر فارماسي سولي. ثقة تحرى على سي محمد. لا هادي ديال سي محمد في اللجنة المنظمة. أي صابر سي محمد فارماسي سولي. صفيقة تحرى الله يخليكم على هذا السيد لأنه أعطى الكثير والكثير لجمعية التضامن. شكرا عزيز. فوالا كما كتقول مدام فتيحة. الأيام التكوينية في دورتها 18 أوشكت على نهايتها. نشكركم على حسن المتابعة. كنشكروا كاع الحضور وتفضلوا معنا الله يخليكم باش نلتحقوا الغداء وشهية طيبة. شكرا لكل من لبى نداء. السلام عليكم الإخوان والأخوات. شكرا مرة أخرى. دقيقة واحدة. لانفورماسيون جمعيات المسيرة اللي هي تنفتخروا بها في منطقة ديال الصحراء ديالنا العزيزة تضرب لكم موعد إن شاء الله عما قريب في الأيام ديالها الأولى. تؤكد لكم أنها إن شاء الله رب العالمين تحضروا بكثافة في الأيام ديالها التكوينية تشجيعا منها. ونعطي السي نور الدين الكلمة جزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نور الدين عميمي جمعية المسيرة العيون.
ان شاء الله نتمنوا من الجمعيات اللي حضروا هنا غادي يكون الايام الجهويه ان شاء الله ديال المساعد السريري بالعيون ان شاء الله في الاخر ديال شهر 10 ولا البدايه ديال شهر 11. ونتمنوا من الجمعيات اللي حضروا هنا مرحبا بهم عندنا في العيون ان شاء الله، ونتمنوا خير. لا يوفق جمعيه التضامن، هنا اشارتكم.